J'ai bien réfléchi et je dois vous apprendre quelque chose sur moi. Est-ce que vous connaissez les gens qui adorent les trains? Vous savez, ceux qu'on appelle les ferrovipates. Voilà, mon premier secret, c'est que les trains, c'est absolument pas mon truc. Moi, ma passion, c'est les climatisations. Donc ouais, je sais ce que vous allez vous dire, c'est chelou et tout, un gars qui kiffe la clim. Mais j'avoue que je suis définitivement conquis par ces trucs qui crachent de l'air frais. Et voilà, il y a deux choses qui m'énervent. La première, c'est qu'il n'y a aucun terme pour qualifier les mecs comme moi. Les mecs qui kiffent la clim, quoi. Et je suis à ça de proposer climaphile à l'Académie française, hein. Parce que dès qu'on commence à définir les termes, ça devient tout de suite beaucoup moins chelou. Et la deuxième chose qui me dérange, c'est que la clim, elle a été au centre des débats de ces dernières semaines. La clim, c'est une hérésie écologique. Elle consomme beaucoup trop d'électricité. Mais non, l'électricité est décarbonée en France. Et puis, la clim, elle fonctionne surtout quand il fait chaud, et donc quand les panneaux solaires, ils fonctionnent le plus. Mais n'importe quoi. En plus, la clim, c'est plein de produits hyper nocifs pour l'environnement. Et moi, au milieu de ces débats, je me sentais pas très bien. Un peu comme ce geek en 5ème qui est fan d'un sujet, et tout d'un coup le sujet devient à la mode, et ses camarades ils échangent dessus, etc. Et forcément, de peur de passer pour le dégénéré, il ose pas trop la ramener avec ses potes, quoi. Non, c'est pas du tout une histoire personnelle, hein. On va très bien dans ma tête, hein. Bref, on va pas trop s'attarder sur les débats sans fin, hein. Parce que de toute façon, on sera beaucoup trop occupé dans cette vidéo à voir vraiment comment la clim ça fonctionne, et on va relier ça à des sujets comme les ouragans ou même les exterminateurs d'insectes. Bon, j'avoue qu'en fin de vidéo, je vais sûrement pas résister et je vais devoir vous donner mon avis, hein. Mais qui sera le bon, bien sûr, bien entendu. Allez, c'est parti. On va regarder un peu comment la bête fonctionne. Comme dit ma mamie, il faut bien ouvrir le ventre du chien pour savoir si c'est lui qui a mangé l'alliance. En disant ce genre de choses, t'as pas peur que ça jette un froid? C'est pas le but de la clim, ça? Une clim, c'est pas un genre de radiateur inversé? On n'a qu'à monter un radiateur à l'envers et bim, ça ferait du froid, non? Pas si simple. Un radiateur électrique, c'est juste une résistance dans laquelle passe du courant. Ça a converti l'énergie électrique en énergie thermique, c'est tout. De toute manière, pour chauffer quelque chose, c'est très souvent le même principe. L'énergie, elle peut être électrique, elle peut être nucléaire dans les centrales, elle peut être chimique avec la combustion d'un feu de bois dans un feu de camp, quoi. S'il suffisait de faire cramer des trucs pour rafraîchir, je serais pas aussi in love de la clim. Et je suis climaphile, monsieur, je suis pas pyromane. Qu'est-ce que la chaleur d'abord? C'est les molécules qui vibrent. Plus elles vibrent, plus il fait chaud. Et faire swinguer les molécules, c'est assez simple. Mais l'inverse, faire ralentir la vibration des molécules et convertir cette énergie en autre chose, avec la simple chaleur qui nous entoure, on sait beaucoup moins bien le faire. Donc, si c'est impossible de créer du froid, on va tout simplement transférer de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Mais avec 40 degrés à l'intérieur et à l'extérieur, ça sert pas à grand chose d'ouvrir des fenêtres en fait. On va faire un circuit entre l'intérieur et l'extérieur. Et à l'intérieur de ce circuit, on va mettre un espèce de fluide. Donc c'est simple, mais par contre c'est totalement inefficace. Le tube est à la même température que tout le reste, rien ne se passe quoi. Et vous notez mes talents de dessinateur, c'est quand même magnifique. Donc ici mon but c'est de faire une clim qui refroidit l'intérieur, mais si vous prenez un frigo ce serait la même chose. À droite on aurait l'intérieur du frigo, et à gauche on aurait l'extérieur, votre cuisine quoi. Et c'est à ce moment-là que la magie de la physique intervient. Moi, personnellement, ça m'a fait un peu de chair de poule. Vous allez me dire, c'est vous fait quelque chose, mais moi, ça me rend tout... Il faut savoir que quand on comprime un gaz et qu'on rapproche les molécules les unes des autres, le gaz se réchauffe. Donc voilà, c'est une énergie mécanique qui est convertie en chaleur. Conservation de l'énergie n'est pas perdue, on la retrouve dans la vibration des particules à l'intérieur du gaz qu'on a comprimé. Et ce phénomène, on peut le voir dans la vie de tous les jours. Regardez, vous voulez gonfler votre vélo? Pendant le gonflage, vous avez sûrement dû sentir la pompe à vélo qui s'échauffait entre vos mains. C'est la compression du gaz. Petit test. Température de la pompe à vélo avant pompage? Allez, on est autour de 27 degrés. On pompe un peu maintenant. Bon là, j'ai mis mon doigt ici pour pas que l'air s'échappe, mais si vous avez la pression de votre pneu en face, y a pas besoin. Voilà, je pense que ça devrait être assez, surtout que moi aussi ça me donne chaud là. Il fait super chaud aujourd'hui. Et ça nous donne... 31 degrés 2. C'est plutôt pas mal, On a gagné 4 degrés en 1 minute, même pas. Ça m'a crevé par contre. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que cette astuce de réchauffer l'air en le compressant, l'humanité, elle l'utilise depuis bien plus longtemps que ce que vous pouvez penser. On a par exemple un allume-feu utilisé en Asie depuis plus de 1000 ans qui utilise ce principe. La compression de l'air rapide va embraser un petit bout de coton ou d'herbe sèche pour créer une braise. Aujourd'hui, c'est vendu comme un accessoire de survie et franchement, ça a de la classe d'allumer un feu comme ça, non, vous trouvez pas? Donc, reprenons notre petit schéma.
On veut mettre de la pression donc dans une partie du circuit. Au moment où le fluide sort, hop, un compresseur. Au moment où il revient, hop, un détendeur. Dans certaines clims, ici le fluide compressé, il peut monter à plus de 80 degrés. Et ensuite, pouf, il revient à 40 degrés en étant décompressé. Bah oui, il n'y a pas de calories gratuites. Quand on comprime un gaz, certes, on gagne de la température. Par contre, quand il se dilate, il regagne sa température d'origine. On a construit deux parties. Une moitié de boucle basse pression à l'intérieur de la maison à 40 degrés et une moitié de boucle haute pression à 80 degrés à l'extérieur. Tenez, je vais la mettre en rouge pour bien dire que c'est chaud. Et déjà là, rien qu'avec ce premier coup de baguette magique, on a déjà un effet clim. Car à l'extérieur, si on compare à l'intérieur du tuyau et l'environnement, il y a 40 degrés de différence. En mettant un petit ventilo ici, il se passe exactement la même chose que lorsque vous soufflez sur votre thé ou votre café du matin. Donc la chaleur du fluide se transfère à l'environnement. Attention, je parle bien de chaleur. Le fluide en lui-même, il reste dans les tuyaux. Il part pas dans la pampa. Par contre, la chaleur du tuyau passe dans l'environnement et donc du coup refroidit le fluide. On a donc un gaz pressurisé qui va refroidir de plusieurs dizaines de degrés. Donc mettons qu'il perde 20 degrés et qu'il passe à 60 degrés après le ventilateur. Quand il va arriver au détendeur, le fluide va reprendre une pression normale et perdre les 40 degrés qu'il avait gagnés lors de la compression. Donc petit calcul mental, il arrivera à l'appartement à 20 degrés. Donc dans la pièce, il va y avoir un différentiel important de température. Le tuyau sera à 20 degrés et la pièce sera à 40. On va pouvoir également la refroidir avec un ventilateur intégré. Déjà là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super. On arrive à transférer de la chaleur. Mais bon, juste attendre que la chaleur se transfère par contact, ça peut être un petit peu long quoi. On arrive donc à la deuxième... J'ai l'impression d'être passe-partout là. On arrive du coup à la deuxième botte secrète de nos climatiseurs et frigos. Un fluide peut avoir plusieurs états. Prenons l'eau par exemple. Sous 0 degré, elle est solide. Elle peut être liquide au-dessus. Et enfin, elle est en état gazeux quand elle dépasse les 100 degrés. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne va pas juste passer d'un état à l'autre quand la température le permet. Pour passer de l'état glace solide à l'état liquide, l'eau a besoin d'énergie. Ce passage d'état, il n'est pas gratuit. Elle doit donc absorber de la chaleur. Ce changement d'état est qualifié d'endothermique. Et ouais, en d'autres termes, la glace, elle a besoin de rafraîchir son environnement quand elle fond. D'ailleurs, c'est pour ça que les glaçons ils sont redoutablement efficaces pour refroidir une boisson. Si vous faites un petit affrontement, là, un petit VS, et que vous prenez un caillou que vous sortez du congélo en même temps qu'un glaçon, et que vous mettez les deux dans 2 verres d'eau différents. Regardez, j'ai fait le test en prenant de l'eau dans 2 verres à même température. Et j'ai mis le même poids en glaçons et en cailloux des deux côtés. Et on peut voir que quand les glaçons ont fondu, eh bien, le verre qui contient des glaçons est beaucoup plus froid que le verre qui contient le caillou. D'ailleurs, le potentiel refroidissant d'un glaçon vient aux 3/4 de son besoin d'énergie quand il fond. Donc au final, le fait qu'il soit froid de base compte assez peu. Ce qui compte, c'est qu'il prend de l'énergie en fondant. On a vu que le passage de l'état solide à l'état liquide, ça génère du froid. Mais sachez que c'est exactement la même chose pour le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Lorsqu'on sort de la douche, on est encore humide, on a froid. C'est juste que l'eau qui est sur notre corps a cet effet parasite, elle capte la chaleur de notre corps pour s'évaporer. C'est le même principe que la transpiration. Eh ouais, la transpiration, elle a une utilité, hein. Enfin, autre que de servir de lubrifiant pour se glisser dans les transports en plein été. Ça peut paraître négligeable, mais c'est grâce à ça qu'on peut rester en pleine chaleur en été à être actif sous le cagnard. D'ailleurs, sans rire, ça nous a donné un grand avantage compétitif, notamment nos ancêtres dans la savane, là. Les proies, ils les tuaient, sur 10, 15, 20 km, nous on continue de courir. Au bout d'un moment, le caribou, il finissait par crever. Je sais pas s'il y avait des caribous dans la savane. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Donc maintenant, regardons l'inverse. C'est-à-dire quand un gaz devient un liquide avec la condensation et quand le liquide gèle. Eh bien, ces changements d'état génèrent de l'énergie. C'est exactement l'inverse de tout à l'heure. Ils rejettent de la chaleur dans l'environnement. Un cyclone par exemple, c'est exactement pour ça qu'il n'y en a que dans l'océan et jamais sur la Terre. C'est parce qu'ils ont besoin du super pouvoir de la condensation pour exister. Dans l'océan près des tropiques, le soleil chauffe. De l'eau s'évapore et commence à monter dans des zones plus fraîches. Et c'est là que ça part. Zone plus fraîche, la vapeur d'eau commence à se condenser en eau liquide. Bim, changement d'état, la condensation réchauffe l'air, et comme l'air chaud ça monte, eh bien ça entretient la condensation. On a une colonne d'air qui monte de plus en plus, qui arrive dans des zones de plus en plus fraîches, qui sont réchauffées, et on se retrouve avec une colonne de vent qui monte jusqu'à 15 km de haut. Ce principe de propulsion auto-entretenu par la condensation et l'effet montgolfière, ça ne peut arriver que dans les lieux humides. Et c'est pour ça que les cyclones ils ne se forment que dans l'eau.
Donc voilà, ces changements d'état, ils nous paraissent anodins, mais ils ont une puissance folle. Et c'est ça qu'on va dompter et mettre dans la clim. Donc vous imaginez si on arrive à combiner les deux super pouvoirs rafraîchissants ensemble? Imaginez qu'en même temps, on dilate un liquide et on le fasse redevenir gazeux. La puissance de cette combinaison est colossale. Et je suppose que vous vous êtes déjà fait surprendre par un déodorant en pleine journée ensoleillée. Le déo et vous-même, vous êtes à 37 degrés, et bam, venu de nulle part, le jet est glacial. Donc on parle quand même d'un fluide qui était à température ambiante et qui arrive à générer un jet de vapeur à moins 40 degrés. Et même la bouteille de déo elle-même se refroidit. Ici, elle est à température ambiante, ouais, voilà, il fait chaud chez moi. Elle est à 28,5. Petit coup de déo. Elle est à 26,6. Donc juste là, en l'équivalent de 1 seconde à peine, j'ai perdu 2 degrés. Et bon voilà, ici on a la combinaison redoutable d'une dilatation et d'une évaporation. C'est d'ailleurs ce système que les Américains y traitent leur maison contre les cafards et autres vermines. Ils pulvérisent de l'azote liquide qui s'évapore dans les fondations de la maison. Et tout se retrouve à moins 80 degrés. C'est plutôt radical pour zigouiller les petites bêtes. Par contre, je sais pas si c'est terrible pour la moquette. Bref, regardez ce graphique. C'est ce qu'on appelle un diagramme de phase. Et ici, c'est celui de l'eau. Globalement, ça montre comment l'eau change d'état en fonction de la pression et de la température. Regardez, avec la pression de l'atmosphère terrestre normale, on voit bien que l'eau gèle à 0 degré et bout à 100 degrés. Mais quand vous êtes à la montagne et vous voulez faire bouillir de l'eau, il y a moins de pression et l'eau bout à un peu moins de 100 degrés. Par exemple, à 2000 mètres, quand on regarde, l'eau, elle bout à 93 degrés. Donc voilà, vous êtes des gens intelligents, vous commencez à voir le truc venir. On va jouer avec la courbe pour mettre la bonne pression pour que le fluide se condense au bon moment. Comme ça, il pourra émettre un max d'eau chaude dans l'environnement quand il est dehors. Et ici, à l'intérieur, on veut qu'il s'évapore pour générer un max de froid. Les premières machines frigorifiques, en général, elles contenaient de l'éther, mais il y en avait certaines qui contenaient également de l'eau. Donc les climats hauts, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas très bien. Donc pour s'évaporer à 40 degrés, la pression doit être très faible. Regardez, sur le graphique, c'est 1/10 de la pression terrestre. Et ça posait un problème, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de pression, il y avait très peu de molécules d'eau. Ok, celles qui étaient présentes étaient très froides, mais il n'avait pas suffisamment pour refroidir l'environnement de manière redoutable. Il a donc dû fallu trouver un autre liquide frigorigène. Un liquide qui puisse s'évaporer à des pressions relativement convenables pour refroidir une pièce. On a donc trouvé des substances chimiques spécialement choisies pour s'évaporer au bon moment à l'intérieur et se condenser facilement sous pression à l'extérieur. Le diagramme de tous ces fluides frigorigènes ressemble à ça. Donc oui, ça a l'air très différent de celui de l'eau, mais en vrai c'est très semblable. Imaginez que c'est un zoom sur cette partie-là, la limite gaz-liquide. Donc il faut savoir aussi que la frontière liquide-gaz n'est pas aussi nette que dans le diagramme de l'eau. Il y a toute une plage où on ne sait pas trop si le fluide est un gaz ou un liquide. Il est un peu les deux mélangés. Et enfin, il y a cette partie-là. C'est celle qu'on appelle le point critique. C'est le point où il fait trop chaud et il y a trop de pression. Le fluide se comporte à la fois comme un gaz et comme un liquide. Dans cet état, il est incapable de s'évaporer et de se condenser. C'est donc pas très intéressant d'y aller avec nos clims classiques. On voit bien qu'on va jouer sur la pression pour monter avec le compresseur et descendre avec le détendeur afin de passer cette frontière quand ça nous intéresse. Ici, à l'intérieur, c'est l'évaporation. Le fluide va se réchauffer en même temps qu'il va refroidir la pièce. Et ici, dans la boucle haute pression, on voit qu'on est à l'extérieur, parce qu'on en profite pour se condenser, pour décharger la chaleur de la condensation à l'extérieur, et on en profite également pour refroidir le fluide. D'ailleurs, vous avez peut-être trouvé quelque chose de bizarre avec ce diagramme. Sur le schéma, il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange. Qu'est-ce qui vous choque, vous ? La flèche représentant la détente part à la verticale. C'est correct d'un point de vue de pression, on perd en effet bien en pression. Pourtant, on vient de dire que quand un gaz se détendait et s'évaporait, il perdait en température avec le double combo qui se coule. La droite devrait donc être plutôt comme ça, plutôt que verticale, pour symboliser la baisse de température en même temps que la baisse de pression, non ? C'est que contrairement au diagramme de phase de l'eau, ce n'est pas la température qui est en bas, c'est l'enthalpie. Donc pas de panique, c'est globalement la même chose à une différence près. La température, c'est la chaleur, tandis que l'enthalpie, c'est la capacité d'un fluide de prodiguer de la chaleur. La différence est subtile, mais c'est elle qui explique cette anomalie. Si au moment de la détente, le fluide reste à la même enthalpie,
Ça veut dire que le froid, il a été absorbé uniquement par le liquide, et pas par l'environnement. Ainsi, il garde sa capacité refroidissante pour plus tard. Donc en effet, sa température inhérente a diminué, mais sa capacité à refroidir son environnement, elle, n'a pas changé. Et c'est très important qu'il garde son pouvoir refroidissant à ce moment-là, parce qu'il est dans le détendeur, il n'est pas encore devant le ventilateur pour refroidir l'appartement. Donc le but, c'est de très bien isoler le détendeur dans une clim, et d'isoler le liquide hyper froid jusqu'à ce qu'il soit dans l'appartement pour refroidir l'air de l'appartement. Bah voilà, et cette notion d'enthalpie, elle est un peu compliquée et elle est absolument pas nécessaire pour comprendre la logique du bousin, il n'y a pas de problème. Je vais pas rentrer dans la présentation de tous les fluides frigorigènes ou frigorifiques qui existent. Sachez juste qu'à la fin du 19e siècle, on utilisait des anesthésiants explosifs inflammables. Eh ouais, rien que ça. Et quand les gens ils en ont eu marre de voir leur maison cramer à cause du frigo qui buguait, on est passé à des fluides plus stables. Ouais, ils étaient plus stables, mais en fuyant, c'est quand même eux qui ont fait un trou dans la couche d'ozone. Donc il y a peut-être moins nocif pour l'environnement, quoi. Quand on a vu ça, on est passé sur des fluides qui sont un peu plus écolo-friendly, mais par contre qui restent très polluants. Je crois que l'effet de serre, il est peut-être 1000 fois supérieur à celui du CO2 pour le même poids. Donc ok, c'est peut-être pas super top, mais quand on voit d'où on est, c'est quand même déjà pas mal. Et surtout qu'en plus, à l'avenir, là, on est en train d'étudier la possibilité de remplacer tout ça par vraiment des fluides beaucoup plus propres. Avec de mettre du CO2 en direct, qui pourrait, le CO2 lui-même, être un fluide frigorifique. Donc ce ne seraient pas les mêmes clims, ils seraient fortement compressés, mais ce serait le même principe. Bien sûr, c'est pas rose la clim, si jamais il y a des fuites de gaz, il y a forcément un effet de serre qui est lié. Mais pour moi, demander à interdire la clim, c'est un peu comme quelqu'un à la préhistoire qui aurait demandé d'arrêter de faire du feu à la première hutte qu'aurait cramé. Donc voilà, bien sûr, je force un peu le trait, mais c'est parce que j'aimerais bien apporter une belle morale à cette histoire de la clim qu'on vient d'avoir ensemble. La clim, c'est la preuve que l'humanité déborde de ressources pour réinventer et sécuriser ses inventions les plus dangereuses. C'est pour ça que j'aime la climatisation. On a découvert une technologie qui au départ était loin d'être géniale, et puis petit à petit on l'a perfectionnée. Et maintenant c'est même un fleuron de la sobriété énergétique. Comment ça vous allez me dire? La clim, un fleuron de l'écologie? Avant de vous dire que je déraille, interrogez-vous sur ce que sont que les pompes à chaleur. C'est exactement le même principe que les clims, sauf que l'hiver, elles prennent la chaleur de l'extérieur et l'apportent à l'intérieur. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quel chauffage électrique. Rendez-vous compte, avec les pompes à chaleur, la chaleur n'est pas créée par une conversion d'énergie en énergie thermique. La chaleur est directement prise de l'extérieur, même s'il fait 0 degré. Pour la même consommation électrique, une pompe à chaleur chauffe 3 fois plus qu'un chauffage classique électrique. C'est tellement efficace que la plupart des pays développés, dont la France, subventionnent massivement les ménages pour que ces dispositifs soient installés. Parce que ouais, qu'on se le dise, c'est pas l'été où les prix de l'électricité sont négatifs qu'on risque la coupure de courant. Quand tout le monde tire sur le réseau pour se chauffer, c'est bien en hiver. Et l'indépendance énergétique est une priorité nationale. C'est pour ça que les gouvernements mettent le paquet sur les pompes à chaleur qui permettent de consommer moins d'électricité en hiver. Donc voilà, la clim ça fait quand même 200 ans qu'on la connaît. Qu'on la perfectionne, que les scientifiques ils font des pas titubants pour aller de mieux en mieux. Et sans ces pas titubants, si à l'époque on s'était dit que non, cette technologie, de toute façon, elle n'apporterait rien de bon à la planète, eh bien, il n'y aurait aucun progrès qui aurait été fait, et aujourd'hui, on n'aurait aucune alternative au chauffage traditionnel, en fait. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a des secteurs importants qui ont été délaissés un peu rapidement, alors qu'on ne connaissait pas encore les applications bénéfiques que ça aurait pu avoir si on avait suivi le fil assez loin? Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, je suis ravi d'avoir pu vous faire découvrir ma petite passion. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à la prochaine!